Pour commencer sur un bon ton, aujourd'hui, la structure, ça va être de la présentation aujourd'hui. Je vais commencer par des notions de base que la plupart de vous qui ont fait des écoles de commerce ou qui ont déjà une expérience connaissent déjà, mais c'est un bon rappel et ça reste le socle de tout bon business plan. Après, quelle est la structure et les bonnes pratiques que j'ai vues dans les business plans et que je recommande? Vous donner un exemple avec une bonne présentation de Uber que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu sur le web et comment on peut relier ça au concept de business plan et finir sur des questions-réponses. Voilà donc les 4 parties. Et avant de commencer sur les notions de base, peut-être commencer par une bonne nouvelle. Donc, on est avec un public d'entrepreneurs aujourd'hui et la bonne nouvelle, c'est que la France a gagné 4 places dans l'index global d'innovation. Donc, c'est un index qui est mesuré par l'Université Cornell, l'INSEAD et puis aussi l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, donc World Intellectual Property Organization. Donc, WIPO, INSEAD, Cornell publient ce classement. Et la France a gagné 4 places en 2020. Donc, c'est vraiment grâce au travail que vous faites, vous, entrepreneurs, et les incubateurs, les écoles. Donc, la France rayonne de plus en plus. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu pour mesurer l'index global. C'est la facilité d'entreprendre, les taux de réussite, les taux d'exit, la facilité à accéder au financement. Et donc, la France a gagné 4 places, ce qui est une super bonne nouvelle. Là. Et j'ai mis en dernière charte de la présentation les 11 autres qui sont encore devant nous. Si vous êtes curieux, vous irez regarder sur la charte qui sont les 11 autres. Mais en Europe, donc dans les grands pays, dans les grandes économies européennes, il y a toujours le UK et l'Allemagne qui sont devant la France. Du UK qui se distingue par une communauté de start-up qui est très large et aussi des facilités fiscales pour l'investissement dans les start-up. Et voilà. Mais bon, ce sera le sujet peut-être d'un autre webinaire. En tout cas, bravo à la France et bravo à vous, entrepreneurs. Donc, les facteurs clés du succès, je reviendrai dessus à la fin de la présentation. Je vais commencer par vous dire pourquoi le business plan est une étape essentielle, même s'il y a des théories aujourd'hui qui disent que on peut se passer de business plan, tout ce qu'on apprend dans les écoles de commerce sur la théorie, si on veut être un bon entrepreneur, si on a un bon produit et qu'on sait bien le vendre et qu'on sait bien l'adapter aux clients et puis changer notre produit, on peut aussi tout à fait réussir sans être dans un carcan de business plan qui nous oblige à se limiter en quelque sorte. Donc oui, c'est la théorie du Lean Startup, ça existe et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent aussi réussir en faisant un produit et en allant le vendre et ça reste la clé de réussite principale, c'est de comprendre ses clients. Toutefois, si on réussit avec un business plan, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'on sait où on va. C'est un outil interne et externe, comme je vais vous le montrer. C'est pas seulement pour les présentations aux investisseurs, c'est aussi pour vous. Donc aujourd'hui, entre une idée et puis une activité, vous avez aujourd'hui une superbe idée pour la transformer en entreprise et en activité réelle. Il faudrait faire une étude. Après, il faudrait travailler sur la réalisation pour enfin arriver à l'exploitation de cette idée. Le business plan arrive très tôt, je pense, après l'idée. Donc, on va mettre en place notre business plan pour après se diriger vers une levée de capitaux. C'est un élément essentiel, de toute façon, pour pouvoir convaincre un investisseur. Et après, se diriger vers la création et vers l'activité. Donc, sur ces éléments-là, donc, pourquoi un business plan en interne et pourquoi un business plan en externe? Donc, le business plan n'est pas seulement un outil pour l'externe. Donc, certes, c'est très important pour les investisseurs, que ce soit les business angels, les fonds ou les banques à qui vous allez vous adresser, je pense, dans cet ordre-là, après avoir utilisé vos propres apports personnels et l'apport de vos amis et le love money. C'est un outil essentiel pour convaincre les partenaires aussi, parce qu'il n'y a pas que les investisseurs. Mais si vous voulez convaincre un fournisseur, un client ou un sponsor de vous suivre, quand vous avez un business plan qui est solide, c'est beaucoup plus simple. Et si vous voulez attirer des talents, à un moment donné, vous êtes toujours confronté à la croissance. Et la croissance, ça veut dire augmenter vos ressources et attirer les meilleurs. Et là, pour attirer les meilleurs, avoir un bon business plan solide qui montre que vous avez un cap, une étoile du Nord que vous allez suivre, c'est très important. Alors, en interne,
c'est important aussi. Donc, je peux vous donner l'exemple de Procter & Gamble ou de Coca-Cola, où toutes les années, on fait un business plan. Donc, en 28 ans, j'en ai fait 28. Donc, ça fixe le cap. Ça permet de fixer l'ambition, l'objectif qu'on veut réaliser et de réviser cette ambition en fonction des changements du marché ou des changements de produits que l'on veut obtenir. Et donc, ça permet après de se mesurer, d'avoir un planning par rapport à ce plan et de mesurer le succès. Et je vais y arriver un peu plus tard. C'est un point qui peut être très convaincant par rapport à un investisseur. Quand vous dites, mon plan, c'était d'atteindre 500 clients dans le premier semestre et aujourd'hui, j'en suis à 600 ou à 540, je pense que c'est des arguments qui sont très forts. Hein. Ça montre que où vous allez, vous êtes en train de surdélivrer. Donc, voilà à quoi sert le business plan. Dans les notions de base que tout le monde connaît, donc en les simplifiant, donc dans ce que j'ai pu voir dans les grands groupes et qui s'appliquent à toute création d'entreprise, donc les 4 C. Pour comprendre, pour faire un bon business plan, il faut comprendre la compagnie, la concurrence, le consommateur et les clients. La compagnie, ça va être le produit que vous allez proposer ou le service que vous allez proposer. Et là, on parle de proposition de valeur, quelque chose que les autres n'ont pas ou qui a quelque chose de plus que les autres, qui fait que vous allez trouver des consommateurs et des clients qui sont prêts à payer le bon prix, en tout cas la valeur qu'ils perçoivent de votre produit. Et pour que votre plan soit réussi, il faut une connaissance, une maîtrise en tout cas, et ne pas sous-estimer toute la concurrence, et on va y arriver un peu plus tard. Donc, une fois que vous avez évalué ces 4 éléments-là, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Hein, faites des réflexions, faites des séances de brainstorming dans l'équipe pour évaluer tous ces 4 éléments. L'un des facteurs importants d'un business plan sur lesquels vont se diriger les investisseurs, c'est de savoir quelles vont être vos mesures du succès, mais aussi, il faut leur dire de manière très simple, quels sont les obstacles. Il ne faut pas cacher la poussière sous le tapis. Et quelle est votre demande? Et à la fin, il y aura les annexes financières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des plans financiers. Les plans financiers sont un élément du business plan, mais ce n'est certainement pas le business plan. C'est un élément essentiel, mais ce n'est pas l'élément unique en tout cas. Et certainement, la conviction que vous pouvez tirer auprès des investisseurs, elle va venir de votre produit, plan concurrence, de votre connaissance des clients et des circuits B2B, B2C et comment vous allez atteindre votre consommateur final et enfin votre connaissance de votre consommateur et de votre cible. Donc, si on continue, les autres notions de base sur lesquelles je passe rapidement parce que vous les avez tous vus à l'école, c'est le marketing mix. Donc, les 4 P, ça reste des notions de base qu'il faut maîtriser dans n'importe quel business plan. Le produit, le prix, la promotion et la distribution pour le P, place. Donc, le produit, c'est vos biens, vos services que vous allez vendre, vos marques. Le prix, ça ne tombe pas du ciel. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'il y a une formule magique pour le prix. Il n'y a pas de formule magique pour le prix. Et c'est pourtant un élément essentiel à la rentabilité de votre projet parce que ça va déterminer votre chiffre d'affaires. Le prix, en fait, va dépendre de 3 éléments. Ça va dépendre de votre connaissance du client, de votre connaissance du consommateur, de votre connaissance de la concurrence, si vous pouvez vous permettre un tel prix, et enfin de la valeur perçue que vont avoir les futurs consommateurs sur votre produit. Votre prix n'est absolument pas lié à vos coûts. Enfin, inutile de vous le rappeler. Hein. Il n'y a aucun lien entre le prix et les coûts. Si vous parlez des services à haute valeur ajoutée, je sais pas, McKinsey par exemple, il n'y a aucun lien entre le prix que va charger McKinsey pour une étude et le coût que ça va lui coûter en temps, en heures et en salaire. Hein. Pareil pour les parfums, hein. Le prix d'un parfum n'a rien à voir avec le coût. Donc voilà, c'est pourquoi il faut passer par des études de marché et par de la concurrence. Hein. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à acheter des données de marché. Malheureusement, il y a peu de données de marché gratuites disponibles. Il y en a quelques-unes. Hein. Je vous donnerai quelques tuyaux là-dessus. Je pourrais vous l'envoyer après la présentation. Mais bon, la plupart des études de marché, il va falloir investir pour connaître bien le marché où vous allez vous lancer. Bon, la promotion et la publicité, donc avec un bon plan marketing, et la distribution et le client qui sont extrêmement importants. Parce que c'est par là que vous allez commencer à bâtir votre organisation autour de votre projet. Comment allez-vous atteindre votre client B2B, B2C, et B2B, B2C, etc. Donc,
Je vous raconte des évidences là-dessus. Une autre façon de le voir, donc il faut d'abord déterminer la cible de votre consommateur, âge, géographie, occasion, à quelle occasion il va vous consommer, ça peut être une façon de regarder. Donc j'entends parfois des entrepreneurs qui viennent me voir en me disant, ben voilà, nous on a un produit qui est mass market, donc voilà. Même quand on est mass market, il y a une cible. Hein. Coca-Cola est un produit qui est mass market et pourtant il y a une cible. Il y a une cible consommateur qui est très bien définie sur laquelle on travaille. Donc, il faut cibler, il faut savoir à qui vous allez vous adresser dans le marché global. Et puis après, dérouler les 4 P en produit, bien, service, marque, proposition de valeur, le prix dont on a parlé en long, en large et en travers, on va le réaborder, le plan marketing et le plan de client. Tout ça est sous-tendu par qu'est-ce que vous apportez de plus. Quand un investisseur vient vous voir ou lit votre présentation, il veut savoir si votre produit va apporter quelque chose de plus que les autres. Alors ça, on vous a rabattu les oreilles probablement avec la proposition de valeur. C'est essentiel. C'est le point où vous allez très souvent avoir une question là-dessus. Qu'est-ce que votre produit apporte plus que si vous proposez un produit de paiement financier que PayPal? Si vous allez proposer un produit de, je sais pas, de céréales, qu'est-ce qui va apporter de plus que Kellogg's, hein? Donc voilà, réfléchissez à cette proposition de valeur et qu'est-ce que vous apportez de plus que les autres, hein? Alors après, commence la partie difficile. Donc, on se retrouve devant la feuille blanche et il faut faire la première ligne de projection qui est quelles sont les projections du chiffre d'affaires. Quelle va être la taille de votre business? C'est la ligne essentielle et la ligne la plus difficile à prévoir ou à bâtir, hein. Tout le reste, ça va être des coûts. Il y a une ligne de cash-in, c'est votre chiffre d'affaires. Tout le reste, ça va être des coûts. La partie coût, elle est longue, elle est fastidieuse, elle n'est pas facile, mais elle est mécanique. La partie chiffre d'affaires, elle requiert une stratégie et elle requiert aussi de l'intuition à un moment donné. Donc, la façon mathématique de le faire ou méthodologique de le faire, que j'ai vu depuis 28 ans, et il n'y en a pas d'autres que je connaisse, c'est ou bien vous partez du consommateur pour arriver à votre chiffre d'affaires, donc la partie bottom-up, ou vous partez top-down du marché et vous descendez vers votre chiffre d'affaires. Ou alors, vous y allez à l'intuition. Votre connaissance du marché vous permet de déterminer quelle est la part de marché logique que vous pouvez avoir avec vos moyens, avec votre équipe, mais aussi pas l'année 1 sur l'année 2, l'année 3 ou l'année 5, c'est-à-dire si vous avez les moyens de recruter une équipe illimitée, qu'est-ce que vous pouvez atteindre comme part de marché. Pour ça, vous pouvez vous baser sur les concurrents et leur part de marché et vous comparer votre produit à leur produit. Et puis là, vous allez pouvoir vous faire une idée de votre ambition. Une autre façon de le faire, c'est de partir à l'envers en disant « je vais pouvoir atteindre tant de consommateurs pour tant d'occasions que je vais adresser avec mon produit, qui vont produire donc des actes d'achat de mon service ou de mon produit. » Et le meilleur test pour ce bottom-up et ce top-down, c'est de se lancer et de faire votre minimum viable product et de commencer réellement à le vendre, hein. C'est là que vous allez pouvoir confronter cette vue théorique par rapport à la réalité de ce que votre produit ou votre service est capable de vendre. Donc, autre point important, c'est les autres sources de revenus. Je le rappelle toujours à tous mes élèves. Il n'y a pas qu'une source de revenus. Vous allez souvent partir sur un projet qui est, voilà, j'ai pris l'exemple de vendre du café, par exemple, hein. Si vous allez vendre du café, la source principale, ça va être de vendre du café en grains, du café moulu ou des capsules. Mais la source secondaire, quand vous allez pouvoir vendre votre café au restaurant ou aux hôtels, ça va être de vendre aussi des sucrètes et des gourmandises. Sur l'exemple du café, qui est un vrai exemple, les produits dérivés peuvent représenter jusqu'à 25% du revenu, un quart du revenu. Donc, il faut toujours réfléchir à ce que sera dans votre modèle vos sucrètes et vos gourmandises. Donc, vous allez vendre un produit principal, mais vous allez peut-être aussi, grâce à ce produit, pouvoir vendre d'autres choses. Autre bénéfice de réfléchir en plusieurs sources de revenus, c'est que la négociation avec votre client ou avec vos consommateurs, elle aura lieu, la négociation du prix, elle aura lieu sur le produit principal. Personne ne négocie le prix des sucrètes et des gourmandises, hein. Donc, ça vous permet souvent, dans les revenus, dans les autres sources de revenus, d'avoir
une meilleure marge en fait. Hein. Donc c'est en fait une source d'augmentation de vos revenus et d'augmentation de vos marges. Voilà, partage d'expérience là-dessus. Alors après, on arrive à l'acquisition client, donc le coût principal d'une startup au départ. Une fois que les fondateurs vont vouloir se développer, aller plus loin, ils vont réaliser que aller chercher l'ensemble des clients ne peut pas avoir lieu avec une équipe de 2 ou 3 personnes et qu'il va falloir s'agrandir. Donc à un moment donné, il va falloir mesurer, élaborer un plan de ressources pour savoir combien vous allez devoir recruter, peut-être en stagiaire ou peut-être en direction commerciale à temps plein, pour aller capturer votre clientèle que vous avez déterminée dans le plan précédent. Donc là, il faut passer toujours par une simulation de l'acquisition client. Donc là, je donne un exemple théorique qu'on utilisait chez Procter & Gamble. Donc, c'est les 4 P, encore une fois. Donc, on passe d'un potentiel, un client potentiel, c'est tout le marché quasiment, à un prospect, c'est ceux qui vont s'intéresser, une fois que vous aurez fait votre présentation, il y en a 10%, disons, supposons 10%, là c'est un chiffre théorique, hein, les chiffres ne sont pas réels, hein, 10% qui vont vous dire, ben oui, ça m'intéresse quand même votre produit. De ces prospects, vous allez passer à une proposition. Il y a en général, dans cet exemple théorique, 50% qui vont vous dire, ben, je voudrais un devis pour évaluer votre projet, votre produit ou votre service. Hein. De cette proposition, sur les 50% de devis, il y aura 30% qui vont dire, oui, banco, je voudrais signer avec vous, j'achète votre produit ou j'achète votre service. Donc, en partant de 100, qui est le marché potentiel, vous allez avoir 10 prospects, 5 propositions, 5 devis, et 2 clients. Donc, ça vous donne une idée. Si vous dites, par exemple, dans votre projet, je ne sais pas, je vais faire des pailles éco-responsables et je vais capturer 500 clients en année 1, vous allez pouvoir, en remontant le coût d'acquisition client, savoir combien de clients il va falloir prospecter pour pouvoir y arriver. Et donc, en fonction du nombre de clients à prospecter, vous allez pouvoir mesurer votre plan de ressources, donc votre besoin en ressources pour aller adresser tous ces clients, et aussi le coût d'acquisition de ces clients, qui va être en fait tout simplement le coût de votre force commerciale. Voilà. Donc, enfin, une notion importante financière qu'il ne faut jamais oublier, c'est la distinction entre le cash et le profit. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Donc, le cash, c'est tout ce qui est rentrée et sortie d'argent, donc dépenses et revenus. Mais on peut être profitable et ne pas avoir de cash. Alors, pour ça, il faut vraiment bien suivre votre cash à la banque. Pourquoi, d'ailleurs, on se retrouve dans cette situation? Parce que dans la plupart des business qui sont en démarrage, comme vous, dans la plupart des startups, on doit attendre pour être payé et on doit acheter son stock bien avant de le vendre. Donc, c'est très facile. C'est pour ça qu'on fait des calculs de cash qui sont différents des calculs du profit. Donc, on peut être très profitable sur le papier, mais être en faillite. C'est-à-dire avoir acheté le stock, avoir acheté plein de choses et ne pas encore avoir perçu de votre client votre chiffre d'affaires. Donc, c'est très important de calculer votre besoin en fonds de roulement et savoir que le cash est l'élément essentiel de survie d'une startup. Hein. Donc, ça, on le fera peut-être au prochain workshop, si vous venez. On va traiter des plans financiers et notamment non seulement du plan du compte de résultat, des prévisions de profit, mais des prévisions de cash. Hein. Bon, il faut faire les deux, hein, évidemment. Voilà. Donc, dernier point, donc là, je pense que j'ai touché quasiment tous les points essentiels. C'était une question spécifique qui nous est arrivée dans l'enquête. Donc, quels sont les do's and don'ts dans un plan, dans un business plan? Donc, ce rapport qu'un business plan, c'est une vision et une stratégie. Donc, ce n'est pas une succession de tableaux, ce n'est pas un devoir. Il faut que ce soit synthétique et très ciblé. Il faut éviter d'être exhaustif et de raconter
tout ce que vous savez sur le marché et tout ce que vous avez développé. Il faut que ça soit en fait l'objet de votre réflexion sur la stratégie dont on a parlé avant et non pas un Q&A où vous répondez, vous adressez des questions l'une derrière l'autre. Il faut que ce soit un document vivant, donc un BP n'est pas figé dans le marbre, c'est pas un document administratif pour présenter aux investisseurs. Et bien sûr, ça va de soi, prenez le temps, ne le faites pas en urgence. Et enfin, quelque chose que je vois souvent, c'est rester compréhensible. Donc, si vous êtes dans un domaine, notamment dans la tech, où les termes peuvent être techniques, et il faut éviter les dossiers techniques, éviter les acronymes. Vous allez très vite perdre votre audience. Voilà. Je pense qu'avec ces conseils-là, vous avez déjà un très bon business plan. Donc, on reviendra au Q&A à la fin. Maintenant, je passe sur la structure assez rapidement, sachant qu'on pourra partager avec vous la présentation. La structure d'un business plan, en fait, que j'ai vu de mon expérience, c'est en 7 parties, avec la partie 1 qui est la plus importante, qui est le résumé. La partie 2, où vous allez présenter votre société et votre équipe. Souvent, les investisseurs, ils investissent autant dans les personnes que dans le projet. Donc, l'équipe va être un élément très, très important de conviction que vous êtes une équipe diversifiée, une équipe qui peut adresser le problème. Enfin, une section très importante, c'est le produit et pourquoi vous avez une proposition de valeur qui est meilleure que les autres. Ne jamais éluder l'étude de marché, même si elle est un peu fastidieuse à faire. Et enfin, la stratégie, qui est un bien grand mot, mais c'est tout simplement quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Et enfin, une partie opération, parce que pour que tout cela fonctionne, il faut que vous ayez la bonne production, les bonnes équipes et les bons outils et les bons actifs qui vont vous permettre d'atteindre tout ça. Et enfin, le plan financier qui est la résultante de tout cela. Donc, le résumé. Alors ça, vraiment, il faudrait qu'on passe au moins 2 minutes là-dessus. Je considère que mon résumé doit donner envie en 5 minutes d'en savoir plus sur votre projet. Donc, une fois qu'on a lu le résumé, il faut dire, ah oui, ok, je ne classe pas le dossier, je veux en savoir plus, je veux les rencontrer. Sachant que les investisseurs ont très peu de temps parce qu'ils vont recevoir beaucoup de dossiers. Donc, le résumé est un élément essentiel. Vraiment, travailler cette section-là, c'est la section la plus importante. Le contenu du résumé, si vous voulez qu'il soit bon, il faut qu'il y ait une vision ou un mission statement. Il faut que vous sachiez pourquoi vous existez, pourquoi vous faites ce projet. Il faut que vous présentiez l'équipe qui vous êtes et précisez votre engagement. Bien entendu, si vous êtes engagé à 100% sur le projet, c'est fortement recommandé pour attirer les investisseurs. Parce qu'eux, ils vont engager leur argent dans votre projet. Donc, si vous n'êtes pas engagé à 100% dans votre projet, vous imaginez que déjà, ça peut poser de problème. Donc, la vision, la mission, l'équipe, le produit, ce que vous vendez, et là, il y a la proposition de valeur et pourquoi il est meilleur que les autres. Le marché, pour montrer que vous avez compris qu'il y a un certain marché d'une certaine taille, qu'il y a une certaine tendance, que la concurrence existe, mais que vous allez les battre quand même. Et ce qui donnera le potentiel de votre projet en chiffres clés. Vous n'allez pas balancer tout le tableau de profit ou tout le tableau de cash, certainement pas le cash. Ce que vous allez montrer à l'investisseur, ça va être les projections de profit ou de chiffre d'affaires en général. Le cash, c'est pour vous, pour ne pas faire faillite. Et enfin, vos besoins. Donc, vous terminez sur, et donc, voilà, aujourd'hui, nous souhaitons lever X milliers d'euros et préciser votre contribution dans ces besoins de financement que vous avez apporté déjà votre part au financement de votre entreprise. Donc voilà, si vous arrivez à mettre tout ça dans le executive summary, c'est slam dunk, ça va marcher à tous les coups. Voilà. Georges, je me permets, j'ai éventuellement un exemple d'executive summary à partager. Hop, je le mets sur le fichier. Alors, on ne voit pas très bien. Voilà, alors là, ouais, je ne sais pas si c'est possible de lire ou pas. Mais ça permet d'illustrer ton propos. Et là, en tout cas, le souci qui avait été fait dans cette executive summary, c'était aussi d'avoir un souci graphique, voilà, un peu coloré, un peu charté aux couleurs de l'entreprise. Donc, voilà, tout simplement pour illustrer ton propos d'executive summary. Très, très bien. C'est vraiment en une page, on peut en effet vendre son projet et en tout cas donner l'impulsion à l'investisseur pour vous écouter pour le reste. Donc, merci.
Alors du coup, maintenant, il ne faut pas qu'on s'y perde dans la présentation. Hop, je la remets et on va redescendre. C'est parfait. Je continue. OK. Bon, on était là. Donc, on a passé la partie Executive Summary. Donc, sur le reste. Alors, après, l'équipe. Donc, d'abord, réfléchissez à la structure et à l'actionnariat. C'est qui sont les actionnaires qui possèdent votre société, où est-ce qu'elle se situe, quelle est sa forme juridique. Ça permet aux investisseurs de vous répondre plus rapidement, tout simplement, parce que si vous avez des partenaires qui apportent autre chose que le capital, aussi des experts, un advisory board, n'hésitez pas à les mettre en place. Voilà. Il y a aussi peut-être, si vous êtes dans un secteur où l'emplacement est important, ben, n'hésitez pas à le mettre en avant si vous avez le bon site. Après l'équipe, donc c'est un élément essentiel. Donc les fondateurs, les actionnaires. Là, une biographie très courte, donc tout le monde l'a fait, ça vous l'avez déjà vu. Et vos conseillers, vos experts, vos membres de conseil d'administration ou d'advisory board et les experts qui vous entourent, éventuellement un organigramme si vous voulez. Cette page, tous les investisseurs la regardent. Si vous avez une bonne diversité d'équipes, bien sûr, c'est beaucoup plus crédible. Voilà. Mais si vous avez des points aussi particuliers que vous voulez mettre en avant, vous n'avez pas peut-être une diversité d'équipes, vous êtes tous sur un profil commercial et il vous manque un profil technique, développeur, etc., mais que vous allez vous appuyer sur des ressources extérieures, ben, il faudrait l'expliquer. Il faut peut-être anticiper ce genre de réaction des investisseurs au moment où vous présentez l'équipe. Mais l'idéal pour eux, c'est une équipe complémentaire qui a déjà derrière elle des experts qui connaissent le marché où vous allez rentrer. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers points. Les produits, alors celle-là, c'est la partie la plus délicate, mais c'est la partie où vous allez être le plus passionné. C'est votre offre produit, pourquoi il est meilleur que les autres. Là, il ne faut pas se freiner, il faut dire que vous êtes les meilleurs. Donc, ne faut pas y aller de manière, comment dire, c'est pas le moment sur le produit et service d'être humble. Là, c'est le moment de vraiment montrer toutes les possibilités que vous avez. Et puis préciser donc votre consommateur qui est ciblé, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas mass market, il y a bien une cible. Et donc, par exemple, je vends des chaussures, ça ne veut rien dire. Je vends des baskets qui ciblent les marchés de 16-25 ans et qui achètent sur Internet. Bon, c'est un exemple simple, mais il faudra l'adapter à votre idée. Et n'hésitez pas à ramener des samples, des échantillons ou des photos de votre produit, ça marche toujours. Voilà. L'étude de marché, la partie longue, fastidieuse, mais qui est incontournable. Donc l'étude de marché, je ne vais pas lire tout, vous savez tous de quoi il s'agit, mais en fait c'est de savoir s'il y a vraiment une opportunité commerciale pour votre projet. Pour ça, il faut qu'il existe une demande. Les clients et les consommateurs, ils ne vont pas tomber du ciel. Et donc cette étude de marché, je pense que vous pouvez la décliner en 5 parties: segmentation, cible, barrière à l'entrée, réglementation et concurrence. Donc la segmentation, vous partez de la taille de marché et là, la tendance, et puis vous identifiez les principaux segments consommateurs que vous allez adresser. La cible, dans ces segments, pourquoi vous allez adresser les hauts de gamme, les bas de gamme, etc. Je vous donne des exemples assez simples. Après, vous passez sur les barrières à l'entrée. Donc, encore une fois, ne pas balayer sous le tapis parce que l'investisseur, lui, va être au courant des barrières si vous ne l'êtes pas. Donc, il vaut mieux en parler et dire comment vous les adressez. La réglementation, si vous rentrez dans un secteur réglementé, par exemple les paiements ou la fintech, là, il faudrait dire comment vous allez être en conformité avec la réglementation. Et enfin, la section qui est très, très importante pour moi, la concurrence. Qui sont vos concurrents? À combien ils vendent? Combien ils vendent? Et votre plan sera d'autant plus crédible que vous connaissez bien vos concurrents et que votre plan est mesuré et en tout cas, il est pris avec la bonne connaissance de ce qui existe déjà sur le marché. Alors, de tout ça va découler une stratégie qui est un bien grand mot, encore une fois, mais c'est simplement expliquer comment vous allez y arriver. Comment vous pensez commercialiser votre produit pour arriver à atteindre ses clients et ses consommateurs. Donc, ça va passer par
donc une stratégie de distribution par cibler les attentes clients qu'on a identifiées avant dans la cible. Hein. Donc, et enfin, on arrive au prix. J'en ai déjà parlé au début de la présentation. Donc, le prix, encore une fois, il n'y a pas de magie. Hein. Il n'y a pas de formule magique pour les prix. Ça va être comparer vos prix avec les concurrents, savoir quel client vous allez adresser en B2B, B2C, savoir quel consommateur et quelle est la valeur perçue et qu'est-ce qu'ils seront réellement prêts à payer. Et le meilleur moyen de confronter la réalité de votre prix, c'est de tester. Donc, de bâtir votre minimum viable product et puis de le vendre pour savoir jusqu'à quel prix vous pouvez aller. Donc, élément essentiel, je pense aussi. Hein, vraiment, on en a parlé au début, c'est la colonne vertébrale de la rentabilité, le prix. Le plan marketing et commercial que vous allez développer, donc avec votre communication, vos événements, vos médias, tout ce que vous allez préparer avant le lancement aussi, ne l'oubliez pas, ça va être des dépenses très utiles pour l'avant-démarrage. Et puis après, une fois que vous avez commercialisé le circuit, et puis comment vous allez pouvoir atteindre ce circuit. Enfin, vous allez pouvoir fixer votre objectif multi-annuel grâce à ça. Donc, pas sur une seule année, mais en disant je vais atteindre graduellement mes clients. Et là, vous allez pouvoir vous assurer votre financement sur 3 ans. Et on en reparlera dans le plan financier, j'espère, dans une semaine. Comment on fait une projection à 3 ans en partant d'un chiffre total. Et là, vous allez pouvoir déterminer justement quand vous allez avoir besoin des financements. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mesurer dans le temps votre apport initial et puis dans quelle année ou à partir de quand vous allez devoir revenir vers les investisseurs et faire la levée de fonds. Sachant que la levée de fonds, ça prend beaucoup de temps. Vous ne voulez pas passer votre temps à faire des levées de fonds. Hein. Vous allez mettre un apport initial qui va vous permettre de travailler tranquillement et de vous concentrer sur ce que vous aimez, c'est-à-dire la production, le produit, le marketing, la vente et la réussite de votre startup. Et puis, une fois que cet apport initial commence à se terminer et qu'il vous reste 6 mois avant ou un peu plus peut-être, avant d'atteindre la levée de fonds, c'est là que vous commencez à travailler sur la levée de fonds. Et ce plan à 3 ans va vous permettre de dire, à partir du mois de mars, je vais commencer à travailler sur la levée de fonds. Et jusqu'au mois de mars, je suis tranquille, je peux travailler sur mon produit. Enfin, donc il faut finir toujours sur un what if scénario. Je vous montrer un peu ce qu'ils ont fait chez Uber là-dessus, c'était très bien. Donc, anticiper et désamorcer les doutes. C'est-à-dire, c'est sûr qu'un investisseur, il ne va pas sortir un chèque en blanc, il va avoir des doutes. Donc, autant lui dire, voilà le scénario si ça ne marche pas et voilà comment je l'adresse. Donc, vous renforcez votre crédibilité et votre capacité à sur votre capacité à exécuter si vous adressez les what if dès le départ. Hein. Voilà pour la stratégie. Donc après, on arrive sur la partie plus opérationnelle, donc quelqu'un qui devra faire le back-office pour votre startup. Hein, et donc, il va falloir avoir un plan de ressources, comme je vous l'ai expliqué avant. C'est vous, c'est les fondateurs, c'est les principaux principales fonctions dont vous aurez avoir besoin au départ, donc qui vont être des fonctions de développement produit, mais aussi après des fonctions commerciales pour aller vendre le produit. Et après, une fois que vous allez grandir, vous allez avoir des fonctions marketing. Et quand vous allez encore grandir plus, vous aurez une fonction de direction financière, etc., etc., etc. Donc, les actifs principaux, donc c'est très important. Et quelle est votre propriété intellectuelle et comment la protéger. Mais donc, réfléchissez à ce que vous allez devoir acheter au départ pour pouvoir faire votre entreprise. Ça va être un des points essentiels du plan de cash. Hein, on en reparlera la semaine prochaine. Si vous avez besoin d'acheter un camion de livraison, ça coûte très cher et ça va être une dépense que vous allez sortir en année 0, avant même d'avoir vendu un caramel. Donc voilà. C'est important de connaître quels sont vos actifs principaux et à quel moment vous allez investir dans ces actifs. Et enfin, qui vont être vos fournisseurs. Une chose que les investisseurs détestent, c'est que vous ayez un fournisseur unique et que vous soyez totalement dépendant de ce fournisseur. Et là, la crise Covid a encore renforcé, si besoin est, je dirais la connaissance de ce risque. On ne peut pas dépendre d'un seul fournisseur. C'est quelque chose qui n'est pas bien d'un point de vue viabilité d'une entreprise. Et donc, réfléchissez, si vous avez fait plusieurs devis avant de choisir votre fournisseur, gardez les devis, montrez à votre investisseur
vous avez plusieurs options de fournisseurs, c'est une question qui peut arriver. Hein. Voilà. Et enfin, on arrive au plan financier qu'on détaillera la semaine prochaine. Mais le plan financier, c'est un compte de résultat, donc c'est une projection de profit, où le plus dur, ça va être de projeter le chiffre d'affaires bottom up et top down, comme on en a parlé. Et après, la partie fastidieuse, mais qui est quand même relativement plus simple, parce qu'elle est plus mécanique, c'est vos coûts. Donc tous vos coûts variables, tous vos coûts fixes, et qui vont vous permettre d'arriver à votre marge brute. Et de cette marge brute, vous allez pouvoir aussi arriver à votre excédent brut d'exploitation, donc gross profit et EBIT en anglais. Et c'est ce que vont regarder les investisseurs, puisque votre valeur, ça va être un multiple d'EBIT. Hein. La valeur d'une société, n'importe laquelle, hein, si elle a un flux de profit régulier, ça va être son profit de la dernière année projeté dans l'éternité. Donc ça va être aujourd'hui, les multiplicateurs pour acheter un business vont varier entre 5 fois l'EBIT à 15 fois l'EBIT. Hein. Ou ça peut être aussi en multiple de chiffre d'affaires si vous n'avez pas encore de profit, ou si vous n'avez ni du chiffre d'affaires ni du profit. Alors là, l'investisseur, il est dans l'obligation de croire en vous et de regarder des sociétés d'activités similaires pour mettre un prix, une valorisation qui devient en fait une valeur estimative, hein, qui après est confirmée une fois que vous avez commencé à avoir du chiffre d'affaires et du profit et qui est corrigée dans la valeur d'action que vous avez accordée à votre investisseur. Voilà, et les scénarios dont je vous ai parlé, n'oubliez pas, présentez le bon et le mauvais. Hein. Voilà, le reste c'est pour vous, donc l'emploi ressources et les prévisions de trésorerie c'est les sous. Emploi ressources c'est je vais acheter le camion, je vais faire ma campagne de pré-lancement, je vais louer les bureaux et je vais acheter les ordinateurs. Donc avant de démarrer, je suis déjà dans le rouge de 20-30 000 euros. C'est ça l'emploi ressources, c'est en fait votre bilan au jour 1. Et après les prévisions de trésorerie, ça va être les flux opérationnels, donc le profit qui va vous permettre de générer du cash, si vous avez bien géré vos clients, vos fournisseurs et votre stock. Donc, que vous assurez que vous allez encaisser vos clients plus rapidement que vous ne payez vos fournisseurs et que vous ne bâtissez votre stock. On en reparlera la prochaine fois. Donc, et enfin, le bilan qui, moi, personnellement, est un élément très important pour savoir si vous êtes endetté, etc. Quand vous êtes en série A ou quand vous êtes un peu plus loin, le bilan est très important. Quand vous êtes au début, le bilan est un peu... qui est un élément moins déterminant. Mais en tout cas, pour manager le business au jour le jour, en 28 ans chez Coca-Cola, je n'ai pas regardé le bilan, hein, j'ai regardé le compte de résultat et le cash. Hein. Je ne disais pas à mes équipes, amenez-moi le bilan, on va regarder ce qu'il y a dans le bilan. Donc, mais c'est un élément essentiel pour les investisseurs pour savoir si vous êtes en bonne santé, si vous êtes endetté, à qui appartient le capital. Donc, c'est un élément je dirais, pour la mesure des capitaux propres et de l'endettement qui est essentiel pour eux. Mais pour vous, au jour le jour, vous allez avoir besoin du profit et du cash. Hein. Voilà, donc un exemple de compte de résultat, on repassera par ça, un exemple d'emploi ressources, un exemple de plan de trésorerie, un exemple de bilan. Peut-être avant de passer au Q&A, je regarde un œil sur la montre, donc on est à 44 minutes, donc je voudrais juste passer rapidement l'exemple de Uber rapidement. Je vous ai mis, avant de parler de Uber, je vous ai mis le business model ou le business model canvas de la BPI. La BPI utilise ce business model canvas qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai raconté, mais qui est différent. Donc, où il part de la segmentation client, puis de la proposition de valeur, pour après parler des canaux de distribution, donc du client, de la relation que vous allez faire avec le client, donc, et après des ressources clés qui vont être tout simplement vos actifs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de vos activités clés, et des partenaires clés, et enfin le PNL, enfin le profit, le compte de résultat, pardon, qui va être la somme de vos revenus moins la somme de vos coûts. Donc, toutes les notions que je vous ai expliquées sont contenues dans ce business model Canvas. Je vous invite si vous avez une présentation à la BPI, essayez de parler un peu leur langage aussi. Hein. Donc, essayez de leur parler avec leur business model Canvas, de vos activités clés ou de vos segments clients. Ça va, je pense que vous marquez des points. Voilà. Alors, un exemple sur Uber, juste pour dire que, bon, ça c'est la théorie, maintenant dans la pratique, comment ça se passe. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai tiré sur le web de ce qui est censé être le pitch deck d'Uber. Je ne sais pas si c'est l'est ou pas, mais en tout cas, c'est un bon exemple pour illustrer un business plan, qu'il soit le vrai pitch deck de Uber ou pas, ça n'a pas d'importance.
D'abord, ils sont passés par un problème à résoudre, qui est déterminer quelle est l'opportunité. Donc, ils ont déterminé qu'il y a un vrai problème avec les taxis jaunes, qui était extrêmement difficile à choper, en fait. Hein. Il y avait un vrai besoin client. Et que le système de licence, qui existait en France aussi, était extrêmement cher, ce qui faisait qu'en fait, il y avait vraiment peu de services qui étaient rendus aux clients, puisque les taxis, ils avaient des dettes énormes, en fait, avec ce système de médaillons. Et donc, du coup, ça créait un monopole qui était malsain, puisque disons, les chauffeurs de taxi, ils passaient leur vie à rembourser le médaillon. Et donc, ils ont identifié ces besoins et comment s'engouffrer dans la brèche avec un produit qui soit plus simple, plus efficace et plus économe, on va dire. Hein. Quand ils parlent de leurs produits, ils sont déjà dans la proposition de valeur meilleure que les taxis jaunes, hein, meilleure que tous les systèmes de taxi. Hein. Ils ont identifié toutes les faiblesses et ils arrivent avec leur force sur ce système-là. Et carrément, leur proposition avec les key differentiators, hein, qu'ils vont avoir des membres, donc qu'il ne va pas y avoir de problème de sécurité, que ça va être beaucoup plus facile en 5 minutes, alors que le temps de réponse pour un taxi, si on voulait booker un taxi en 2008, hein, on remonte, hein, il fallait s'y prendre 1 heure, parfois 3 heures à l'avance, sinon c'était trop tard. Hein. Eux, ils bookaient en 5 minutes. Vous voyez, ne serait-ce que ça, 3 heures, 5 minutes, voilà, enfin, c'est déjà une énorme proposition de valeur. Je trouve que tous les arguments qu'ils avancent je vous les invite à le lire, parce qu'ils sont tous très convaincants et très réels, hein, et que ce n'est pas non plus c'est pas quelque chose qui est très compliqué, c'est des éléments simples qu'il faut trouver et qui vont montrer que vous allez être 100 fois mieux que la concurrence, que ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Voilà, je pense que je ne vais pas le regarder en entier. Un point important, c'était le partenariat. Ils avaient été très visionnaires aussi. Réfléchissez en partenariat aussi. Donc, le fait qu'ils avaient leur partenariat avec Google Maps qui leur permet même si c'était un coût énorme, de démarrer avec cette interactivité où vous voyez le taxi qui arrive, c'était un élément essentiel pour eux. Et enfin, donc la connaissance du consommateur. On a parlé des occasions de vente. Ben là, ils ont étudié le marché. Ils ont vu quelles étaient les courses qu'ils allaient réellement atteindre. Les courses vers les restaurants, les courses vers les aéroports. Et donc cibler à l'intérieur de tous les gens qui prennent les taxis, qui vont être leurs premiers clients. Et une des chartes que j'aime quand même toujours montrer, c'est leur what if scénario, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, que je trouve c'est vraiment un best practice. Donc, encore une fois, étude du marché, la taille du marché, la segmentation, ils n'ont pas zappé. Après, ils ont ciblé les villes et le déploiement commercial pour montrer que c'est crédible. Donc, ils commençaient San Francisco, New York, après ils atteignaient les grandes villes, après ils ont atteint le globe, en fait. Hein. Les chiffres clés, donc quand je vous ai dit qu'il ne faut pas présenter tout le compte de résultats, hein, voilà ce qu'ils disent et voilà les best case, worst case. Hein. Ça, c'est le fameux scénario planning. Hein. Donc ils disent au mieux, on va être le market leader mondial. Encore une fois, je vous invite à réfléchir au-delà de la France. Hein. Ça, c'est une des faiblesses que je vois d'ailleurs. Donc réfléchissez toujours un peu plus grand. Enfin, tout est possible. Hein. Et donc là, on fera 1 milliard. Après, un scénario réaliste, si on atteint 5% dans les top 5 villes aux États-Unis, vous voyez là, ils peuvent déjà projeter leur chiffre d'affaires. Ils ont pris les top 5 villes, 5% du marché des taxis, et là, ils vont pouvoir déterminer leur chiffre d'affaires. Et du coup, ils enlèvent les coûts, ils en tirent un profit, ils disent, voilà, on va avoir 20 à 30 millions de profits. Ils ne montent pas toute la descente. Hein. Il n'y a pas besoin de montrer qu'ils ont fait 5% par 5. Ça, ils l'ont en backup par. Hein. Après, dans le pire des cas, et là, donc ils disent, OK, peut-être que ça ne va pas marcher. Si ça ne marchera pas, il nous restera quand même 10 voitures avec des clients premium à San Francisco et on sera un time saver pour ces clients premium.
Donc, même au pire des cas, on a un fallback position et on ne va pas tout perdre. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, enfin, on peut parler de business plan pendant très très longtemps. Et je pense qu'il est important là de passer à une séance de Q&A. Donc, il est 51. Donc, Juliette, on a combien de temps pour les Q&A? On donne 10 minutes? Oui, voilà, on peut se donner 10 minutes, un quart d'heure. Il n'y a pas de souci. L'objectif, c'était d'offrir un temps d'1 heure pour ce webinaire. Donc, voilà, on est complètement dans le timing. Parfait, ok, ben, c'est génial. Donc, les questions, je compte sur vous, Juliette, avec les multiples téléphones. On a une première question de Soraya. Bonjour, merci pour cette présentation. J'aurais 2 questions à vous poser. Premièrement, le bébé prévisionnel doit être sur combien d'années? Et on va passer à la deuxième question peut-être après, peut-être répondre à celle-là pour commencer. Alors, un BP prévisionnel, il faudrait qu'il soit sur 5 ans. Moi, je préconise qu'il soit sur 5 ans pour qu'on ait en fait une vision long terme. Je trouve que moins de 5 ans, on est encore dans du moyen terme ou du court terme. Au pire, si vous n'arrivez pas vraiment sur 5 ans, il faut faire au minimum 3 ans. Au minimum 3 ans, et même avec ça, c'est un peu faiblard entre nous. Du 3 ans, c'est du moyen terme. En 5 ans, vous arrivez vraiment à vous projeter et à commencer à avoir une ambition qui commence à être robuste et qui commence à être, même vous allez vous étonner des capacités de votre propre projet. Très bien. Et la deuxième partie de la question, donc c'est toujours Soraya. Je suis solo founder car mon business est gérable seul pour le moment, entre parenthèses plateforme digitale. Est-ce que cela peut poser un problème pour pitcher? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la complémentarité de l'équipe, donc j'imagine que cette question va dans ce sens-là. Bah, si on prend LinkedIn, par exemple, qui est une plateforme digitale, je veux dire, aujourd'hui, il y a une équipe pléthorique qui travaille sur donc, je pense qu'il faut réfléchir, Soraya, à comment vous allez grandir. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, tout faire vous-même. Quelles sont vos perspectives en termes de croissance? Et pour atteindre cette croissance, quels vont être en fait vos besoins en ressources? Et donc, présenter dans votre plan à 5 ans les ressources dont vous aurez besoin en année 5 pour atteindre cette ambition. Très bien. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles questions. Moi, il y a Soraya qui remercie. Donc, tant mieux si on a pu répondre à la problématique. Moi, en parallèle, je partage le lien d'inscription aussi dans le chat pour la prochaine fois. Donc, le mercredi 23 à 10 h où on consacrera du temps sur la partie financière. Donc, on a une nouvelle question qui est arrivée de Inda. Bonjour, je trouve cela compliqué d'émettre des hypothèses pour le BP, pour le lancement du MVP, alors que dans ma compréhension, le MVP sert à affiner les hypothèses. Avez-vous des conseils? Oui, je pense que les hypothèses, ça va partir donc de votre marché. Et donc les 2 façons d'émettre des hypothèses pour voir un peu pour fixer votre ambition, c'est de savoir quelle est la taille du marché et qu'est-ce que vous allez pouvoir capturer sur ce marché. Et l'autre façon de le faire, c'est de regarder en nombre de consommateurs que vous allez pouvoir atteindre et donc dire sur l'ensemble des consommateurs, je pars d'un certain nombre de consommateurs, d'un certain nombre d'actes de consommation de mon produit ou de mon service. Troisième façon de faire les hypothèses, regardez les concurrents et essayez de savoir combien ils vendent. Si vous n'arrivez pas à avoir ni une approche bottom-up consommateur, ni une approche top-down marché, ni une approche concurrent, là, il ne vous reste plus que l'intuition pour démarrer votre plan. Par contre, les coûts, c'est très mécanique. Les coûts, ça va partir de votre connaissance du business canvas qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les actifs, quels sont les besoins que vous avez pour bâtir votre business. Et là, vous allez pouvoir chiffrer de manière relativement exacte vos coûts. Là où c'est difficile, c'est de prévoir votre chiffre d'affaires. On est d'accord? En partant de marché, concurrence, consommateur. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a que ça. Très bien. Donc, une nouvelle question de Marie-Élodie. Bonjour, auriez-vous des tips pour l'étude de marché? Oui, alors il y a des sites qui proposent des études de marché accessibles. Je vous enverrai les liens. Là, je ne les ai plus sur moi, mais je les avais pour le master entrepreneuriat. Je vais retrouver
Ça, et je vous enverrai les tips que j'ai trouvés, sachant que c'est un peu désolant. Honnêtement, en France, c'est difficile d'avoir accès à des études de marché non payantes, hein. Mais je vous enverrai ce que j'ai déjà trouvé, y a pas de souci. Très bien. Je me le note. Donc, c'est une nouvelle question de Victor. Bonjour, dois-je inclure les potentielles aides financières que je suis susceptible d'obtenir? Par exemple, je suis en pourparlers avec la CCI pour obtenir une aide de 15% de mon BP. Dois-je inclure ces 15% dans mon BP à N+1? Oui, non seulement il faut les inclure, il faut même les mettre en avant. J'ai rencontré une start-up récemment qui travaille sur la cybersécurité. Et donc, ils avaient obtenu en fait comme aide financière d'avoir accès à un supercalculateur et le coût d'accès à ce super, ça leur permettait en fait de lancer de faire des simulations d'attaques cyber parce que le calculateur peut processer des centaines de gigas. Et donc, l'accès à ce calculateur, qui leur a été, parce qu'ils avaient gagné une présentation, un pitch en fait, l'accès pendant un mois à ce calculateur coûte dans les, je sais pas, ils m'ont donné un chiffre, c'était dans les 50 000 euros, je pense, hein. Donc, sur un an d'accès, ils avaient la valeur, l'équivalent en value in kind, en valeur de un demi-million d'euros qu'ils avaient gagné. Et donc, ils n'en parlaient nulle part dans la présentation. Ça, il faut en parler parce que ça veut dire que si quelqu'un vous a offert un demi-million, si je prends l'exemple de cybersécurité dont je vous parle actuellement, si quelqu'un vous a offert un cadeau d'un demi-million, c'est qu'il croit en vous, hein. Il ne va pas jeter l'argent par la fenêtre, hein. Oui, parlez des aides financières que vous avez obtenues, parce que si vous avez obtenu une aide financière de la CCI ou d'un organisme de financement, c'est qu'ils croient en vous et ils croient en la solidité de votre projet. C'est des arguments qui sont très utiles pour convaincre d'autres investisseurs de franchir le pas. Donc oui, mettez-les en avant. Et si vous les avez obtenus via un concours ou quelque chose, aussi mettez ça en avant. Et si vous avez obtenu des cadeaux, valorisez-les. Si vous avez obtenu accès au supercalculateur qui représente un demi-million par an, dites nous avons gagné l'équivalent d'un demi-million par an. Pas on a obtenu un accès gratuit. Très bien. Donc, une question suivante de Yvan. Bonjour, merci. Comment allier une bonne projection financière avec la crise à venir et je crois qu'on peut même dire actuelle? Oui, alors en fait, il faut en fait tenir compte de la crise dans vos projections, ça c'est sûr, parce que sinon les investisseurs vont le faire. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est prévoir la contraction du marché et la durée de la crise. Ça va être ça les deux éléments les plus durs pour vous à modéliser. Donc pour ça, si vous êtes dans l'hôtellerie, par exemple, qui est un secteur extrêmement touché, il voir les études qui sont publiées régulièrement par McKinsey et qui sont rendues publiques, by the way, hein, sur les courbes de redressement post-crise, hein, selon les secteurs, hein. Donc, il y a des secteurs qui sont très peu touchés, il y a des secteurs qui vont être touchés plus durablement. Et je pense qu'il faut partir de ces courbes en disant, voilà, selon l'étude XYZ, le secteur de l'hôtellerie devrait connaître une récession de 13% pendant 6 mois, et vous le factorez dans votre chiffre, les moins 13% les 6 mois. Et là, il faudrait une politique de survie pendant ces 6 mois. C'est là qu'ils vont croire en vous en disant, ils sont crédibles. Donc, pendant 6 mois, vous allez, si vous êtes, l'avantage quand vous êtes petit, quand vous êtes encore une petite start-up, c'est que votre cash burn aussi, il est petit. Vous n'avez pas un besoin énorme en cash. Donc, vous pouvez avoir une politique de survie. Vous pouvez faire la politique du cafard pendant 6 mois pour sortir vivant de la crise et puis pour être encore plus armé à la fin de la crise. Et donc, décalez vos investissements pendant 6 mois, vous décalez les gros investissements, vous vivez sur votre trésorerie, vous faites une projection pour vivre sur la trésorerie en tenant en compte la baisse en pourcentage et en temps du secteur sur lequel vous travaillez. J'espère que ça répond à votre question. J'ai essayé d'être le plus concret possible, hein. Merci Georges. Alors, on va prendre du coup les deux dernières questions. Donc, la question de Nicolas. Merci Georges pour cette présentation. Les partenaires financiers, en particulier les banques, semblent parfois être très focalisés sur le CAPEX, donc sur les dépenses. Comment rassurer autour des besoins de financement en stock et en trésorerie? Mon projet est une marque de prêt-à-porter et donc le coût principal est naturellement le stock de produits. Oui, ça c'est un énorme problème.
les banques ne financent pas les besoins en fonds de roulement. Les banques ne financent pas le stock. Ils financent quand vous avez un investissement en capital, etc. Donc, les banques ne sont pas le bon partenaire pour pouvoir financer le démarrage d'une start-up et donc l'achat du stock. J'ai déjà rencontré ce problème. C'est plutôt les business angels ou bien les capital risqueurs, les VC qui vont vous accompagner pour financer le démarrage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des fonds d'investissement qui, eux, sont en train de tirer les marrons du feu, honnêtement, de tout le succès des entrepreneurs en France. Et les banques devraient commencer à se poser des questions là-dessus. Hein. En effet, il y a un dogme là-dessus qui n'est pas à l'avantage des banques, mais qui aussi n'est pas à l'avantage des entrepreneurs parce que, par définition, ils refusent de financer du besoin en fonds de roulement. Donc, de vous financer le build-up, je sais plus comment, le build-up de l'inventaire au départ, hein, qui peut vous coûter parfois en effet 10, 20, parfois 50 000 euros. Et c'est facile si vous allez voir, vous dire, ah, mince, par contre, si je veux investir dans une ferme d'ordinateurs parce que je vais faire de la cybersécurité et que j'ai besoin de 100 000 euros, là, ils vont donner les 100 000 euros. Donc, il faut se dire faire autre chose que des financements bancaires pour cela. Alors, donc, une dernière question orientée sur le crowdfunding, donc de Jean-Guillaume. Bonjour, lorsque l'on se tourne vers le crowdfunding, avec en contrepartie le dit produit, enfin le produit en question, d'ici à ce qu'il soit fabriqué. Donc, une claquette pour le projet en question. Comment pricer correctement alors qu'on n'a pas vraiment de MVP, à part le prototype, et qu'on ne peut pas essayer différents prix? Là, dans ce cas-là, il faut voir ce qu'il y a comme chaussures qui ressemblent aux produits que l'on souhaite proposer et à quel prix elles sont proposées. Et donc, il faut être, si on propose une meilleure qualité, par exemple, on est éco-responsable, on apporte quelque chose de plus, on est entièrement recyclé, vous pouvez dire que je vais prendre le prix de cette chaussure équivalente plus 10% parce que je suis éco-responsable. Ça vous donne déjà une fourchette de prix. Donc ça, c'est une façon d'aborder cela, donc en partant de la concurrence. Hein. Une autre façon d'aborder aussi cela, c'est de regarder peut-être je voulais faire un autre point en fait que le prix, c'est le crowdfunding lui-même qui est un point très, très essentiel sur le plan de financement. On peut démarrer aussi un business sans avoir de levée de fonds. Donc, on peut, de lever de fonds auprès de fonds d'investissement, j'entends. On peut réussir un business en crowdfunding et en vendant online. Ça existe aussi. Donc, surtout quand on a des business qui ne nécessitent pas des actifs et des apports en capital énormes. Donc, si vous n'avez pas besoin d'acheter des voitures, des machines, etc., c'est des business de services en général, vous pouvez bâtir votre minimum viable product, commencer à le vendre, et avec les ventes que vous faites, financer le développement de votre entreprise ou par exemple aller en crowdfunding, aller sur Ulule, proposer un projet qui soit avec un bénéfice environnemental ou social. Enfin, sur Ulule, ça vous permet d'attirer du crowdfunding et donc vivre et faire croître votre entreprise sans passer par un fonds d'investissement. Ça existe aussi, mais c'est sur des modèles qui sont pas intensifs en capital. Hein, donc, ils ne vont pas nécessiter des gros investissements en actifs. Voilà, j'espère. Enfin, j'ai répondu à 2 questions. Je pense que la deuxième, je me la suis posée moi-même. Mais bon, j'espère que ça vous est utile. Très bien. Et donc, la question de Lamia, c'est vrai qu'on n'y avait pas répondu. Donc, dans un marché où il est difficile de déterminer la part de marché cible par rapport aux concurrents, est-ce qu'on peut avoir une démarche bottom-up du rendement cible attendu d'un investissement sur ce type de projet versus l'horizon d'investissement et d'une structure de coût estimable, dégager le chiffre d'affaires nécessaire et donc estimer si cette part de marché est atteignable ou non? Alors, je ne sais pas. Oui, je suis pas sûre de... Je dirais oui. Sauf la partie Oui. structure de coût. Le coût n'est pas lié à votre prix. Comme je l'ai expliqué au début, donc la structure de coût, votre prix, ça ne peut pas être l'ensemble de mes coûts plus ma marge. Hein. Sinon, vous allez avoir un problème. Il faut que ce soit ce que le consommateur, le client ou la concurrence
ont déjà établi sur ce marché. Et si ça n'existe pas et que vous voulez démarrer quelque chose de rien, c'est là qu'il va falloir tester peut-être, vous pouvez faire des tests, hein, donc faire des focus group à partir de photos et poser la question sur quel est le prix que vous souhaitez payer là-dessus. C'est des études de marché que l'on fait comme ça en prospective pour savoir déterminer sur un produit qui n'a jamais existé, qui n'a pas de concurrence, qui n'a pas de marché, quel est le prix. Mais c'est vrai que là, vraiment, c'est le cas de figure le plus compliqué, hein, pour déterminer le prix initial. Et donc, au moins un focus group. Vous pouvez le faire avec vos amis, hein, le focus group, si vous ne voulez pas le payer. Encore mieux si vous faites un focus group payant où vous prenez des consommateurs potentiels, vous leur montrez votre produit, vous leur montrez l'offre, à quoi ça va ressembler. Si vous l'avez en physique, c'est encore et vous leur proposez un range de prix ou vous leur demandez quel est le range de prix qu'ils sont prêts à payer pour cela. Voilà. Très bien, un grand merci. On a répondu à toutes les questions et le message du rendez-vous de la semaine prochaine est bien passé puisque j'ai reçu dans la foulée 15 inscriptions. Donc, Georges, un immense merci pour le temps passé et les gens nous remercient également. Olivier, merci. Tanguy, merci. Yvan, merci. À la semaine prochaine. Alors, très bien. Juste un dernier mot, Juliette. Donc, c'est très important pour moi le feedback. Donc, si vous avez apprécié est-ce que vous avez, s'il y a des possibilités d'amélioration, n'hésitez pas. Pour moi, ça me permet de toujours améliorer cette présentation et vous présenter des choses qui soient plus en ligne avec vos attentes. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre feedback à Juliette et à moi-même que j'intégrerai dans le prochain atelier. Voilà.